Merci. Donc, bonjour, je m'appelle donc Anna Laoui. Je vais vous présenter notre travail de thèse à Thomas Igel et moi-même. Donc, Thomas est médecin en Allemagne. Il n'a pas pu être là actuellement. Il me laisse la tâche donc, de vous parler de notre étude, qui est une revue systématique de la littérature qui évalue l'impact des directives anticipées dans la prise en charge des patients adultes en fin de vie. Excuse-moi, as-tu des liens d'intérêt ? Justement, voilà. Aucun conflit d'intérêt déclaré. Pour commencer, je rappelle brièvement la définition française des directives anticipées. Il s'agit de documents écrits, rédigés par le patient, qui permettent, je cite, à toute personne majeure d'exprimer sa volonté pour le cas où elle serait un jour en incapacité de le faire. Les directives anticipées sont depuis 2015, même un peu avant, sur le devant de la scène politique, avec, in fine, la promulgation de la loi du 2 février 2016, loi Claeys-Leonetti, qui les rend contraignantes. Il y a même un petit film publicitaire que vous avez peut-être vu diffusé à la télévision et qui traite des décisions de fin de vie. Ces documents sont souvent présentés comme indispensables pour les décisions de fin de vie. Et en effet, dans 30% de ces décisions, de ces situations, les directives pourraient être utiles à une prise de décision thérapeutique, car une prise de décision thérapeutique est nécessaire et le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Les patients, tout comme les médecins, y sont favorables, mais en effectuant nos recherches initialement sur le sujet, nous avons remarqué que de nombreux auteurs mettaient en doute leur efficacité. C'est pourquoi nous avons tenté de répondre à cette contradiction en posant la question de l'impact des directives anticipées dans la prise en charge des patients adultes en fin de vie. Sur le plan méthodologique, nous avons réalisé une revue systématique de la littérature. Quels articles avons-nous inclus ? Concernant le type d'études, nous avons inclus toutes les études comparatives, interventionnelles ou observationnelles analytiques. Pour les critères PICO, pour la population, nous avons inclus les adultes sans limite d'âge. L'intervention était définie par la présence ou la rédaction de directives anticipées. Le groupe contrôle était composé des patients sans directives anticipées. Et enfin, les critères de jugement retenus étaient ceux en lien avec le principe d'autonomie qui a pour objet le respect de la liberté du patient. Aucun filtre spatio-temporel n'a été utilisé pour la recherche. Revenons sur deux des critères PICO. Tout d'abord, les critères de jugement en lien avec le principe d'autonomie. À la lecture de la littérature, nous avons retenu 4 types de décisions médicales. Le lieu de décès, domicile versus hospitalisation, hôpital, l'hospitalisation ou la prise en charge en soins intensifs, 3 mesures de maintien des fonctions vitales, la réanimation cardio-pulmonaire, la prise en charge ventilatoire et la prise en charge nutritionnelle invasive. Et enfin, des notions plus générales correspondant à un objectif ciblé de soins, tels que des décisions d'abstention ou d'interruption thérapeutique. L'intervention, donc présence ou rédaction directive anticipée, pour ce point-là, nous nous sommes heurtés à un réel problème terminologique. Car en effet, le terme français de directive anticipée ne correspond pas à la traduction littérale anglaise d'Advance Directive. En effet, il existe de nombreux termes dans la littérature anglo-saxonne qui peuvent désigner des directives anticipées. Et ces termes peuvent aussi désigner d'autres documents qui ne sont pas des directives anticipées, mais des instructions signées par le médecin ou la famille. Le terme anglo-saxon qui se rapprocherait le plus des directives anticipées françaises est le Living Wills. Comment avons-nous identifié la littérature ? Nous avons construit une équation de recherche complexe combinant les termes relatifs aux directives anticipées et les termes relatifs aux différents critères de jugement. Pour cela, nous l'avons fait en collaboration avec une bibliothécaire et en s'appuyant sur des équations préexistantes. Cette équation, nous l'avons ensuite adaptée aux 5 bases de données suivantes, PubMed, en base, Clinical Trials, la librairie Cochrane et Web of Science. Elle a été complétée par l'étude bibliographique des études incluses et nous n'avons pas fait de recherche de littérature grise ni d'abstract de congrès. Nous avons rédigé prospectivement un protocole que nous avons publié en mai 2016 sur Prospero, un registre international en ligne collectant les revues systématiques en cours. L'analyse du risque de biais a été réalisée à l'aide de l'outil Robbins-E, développé par la Cochrane spécifiquement pour les études interventionnelles non randomisées. Devant l'hétérogénéité des données, nous n'avons pas réalisé de méta-analyse. Quels sont nos résultats ? Tout d'abord, concernant la sélection des articles,
Là, vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit très bien, le flowchart de l'étude. Nous sommes partis de 7596 résultats pour sélectionner, après exclusion des doublons et des articles non pertinents, in fine 28 études. Nous avons séparé les études européennes des études américaines en raison de contextes socio-culturels différents. Pour commencer par l'Europe, nos résultats sont présentés sous la forme de 2 tableaux, dans lesquels les lignes correspondent aux différentes études et les colonnes aux critères de jugement. Pour chaque étude, nous avons observé si la prise en charge était plus médicalisée en orange ou moins médicalisée en bleu pour les patients avec directive anticipée. Les couleurs claires correspondent aux tendances non significatives et les couleurs foncées aux résultats significatifs. Par exemple, pour la première colonne, le lieu de décès, hôpital versus domicile, dans les études de De Gent et Gagior, les patients avec directive anticipée sont plus nombreux à mourir à domicile par rapport aux patients sans directive anticipée. Là, il s'agit seulement d'une tendance, et dans l'étude de Van Orschot, ce résultat est significatif. On voit que pour l'Europe, les résultats sont hétérogènes. Alors qu'aux USA, nous observons une homogénéité avec une nette tendance globale sur tous les critères de jugement à une moindre médicalisation de la prise en charge chez les patients avec directive anticipée. Ces résultats sont à analyser à la lumière des biais que nous avons évalués par la suite à l'aide de l'outil Robbins. Vous voyez listés ici les 7 domaines de biais étudiés. Le biais global a été évalué pour chaque étude. Sur nos 28 études, 26 études sont à risque élevé de biais et 2 études sont à risque modéré. La raison première de ce résultat était que dans la majorité des études, le biais de confusion était prédominant, les facteurs confondants n'ayant pas été pris en compte dans l'analyse statistique. Pour répondre à la question initiale, nous avons analysé dans cette revue systématique 28 études observationnelles qui suggèrent une tendance globale à une moindre médicalisation de la fin de vie aux USA. Mais ces résultats sont limités par la présence de biais et surtout par le biais de confusion. Comment interpréter ce résultat ? Nous pouvons émettre 2 hypothèses. Première hypothèse, il existe un impact des directives anticipées et les résultats, surtout les résultats non significatifs, sont dus à un manque de puissance des études. Deuxième hypothèse, il n'y a pas d'impact des directives anticipées et les résultats, qu'ils soient significatifs ou non, sont dus aux nombreux biais dans les études. Pour la première hypothèse, un calcul de puissance statistique nous a permis de calculer que pour mettre en évidence cet impact, le nombre de sujets nécessaires était rapidement supérieur à 1000 patients. Or, sur nos 28 études, seulement 12 études comportaient plus de 1000 patients. Deuxième hypothèse, les résultats seraient dus aux biais. Donc, dans toutes les études, nous avons des biais, ça c'est normal. Ce qui est intéressant de voir, c'est leur direction. Soit ils peuvent surestimer l'impact des directives anticipées, le sous-estimer, ou la direction peut ne pas être déterminable. Dans l'ensemble de nos études, nous avons observé qu'il y avait un net risque de surestimation de l'impact des directives anticipées. Deuxièmement, le biais principal était le biais de confusion. Je vous ai listé ici les 28 facteurs de confusion présents dans les études. Pour donner un exemple, les femmes blanches aux États-Unis rédigent plus de directives anticipées et sont indépendamment moins hospitalisées. Dans l'idéal, ces facteurs de confusion devaient être pris en charge dans l'analyse statistique grâce à une analyse multivariée. Sur les 28 études, 24, ce n'a pas été le cas. Soit il n'y avait pas d'analyse multivariée, soit elle était incomplète, soit les directives anticipées n'étaient pas incluses dans l'analyse multivariée, car pas l'objectif principal de l'étude. Donc, pour conclure, bien que la puissance ait pu être un facteur limitant dans la majorité des études, la tendance générale d'un impact des directives anticipées dans la prise en charge médicale des patients en fin de vie aux USA est très discutable en raison du niveau et du risque de biais. L'hypothèse 2 semble prépondérante. Donc, notre travail de thèse a porté sur l'étude de l'impact des directives anticipées sur la prise en charge médicale, à savoir des critères objectifs de médicalisation, sans pouvoir donner de conclusion ferme. Mais ce travail ne préjuge pas de l'impact des directives anticipées sur la qualité de la fin de vie des patients et de leurs familles. Cette démarche de rédaction des directives anticipées est essentielle dans l'accompagnement des patients et offre un moment privilégié entre le patient et son médecin. Cela pourrait donc faire l'objet d'études intéressantes à mener.
Merci de votre attention.